On me dit que c'est dans ma tête, on me donne du Doliprane, je dois être stressée par mon voyage. Je vais voir ma gynécologue qui me dit l'endomètre de l'utérus est parfait, il n'y a rien. Je revois ce gynécologue venir vers moi en disant « Bon bah ça va, vous aviez raison, hein, une petite endométriose. Le risque cardio il est important, sinon je viendrai pas. Si on fait ce suivi régulier, bah ça va me permettre de kiffer ma vie plus longtemps. » Salut Amélie. Salut Yoann. Comment tu vas? Bien, et toi? Ça va, merci. Après cette longue journée de consultation, pour expliquer à tout le monde, moi je suis Yoann Cavé, je suis cardiologue. Je veux faire de la prévention, je veux transmettre mon savoir et pourquoi pas le savoir de tout le monde sur la médecine, la maladie. Et on va parler d'endométriose. Merci déjà de raconter potentiellement ton histoire, de raconter tout ce que tu vas nous raconter. Je vais te laisser te présenter. Ok, donc je suis Amélie. Et ça fait quelques années, on m'a diagnostiqué une endométriose. Voilà, est-ce que je vais plus loin? Oui. Très bien, c'est la fin de ce podcast. Merci, au revoir. Juste que pour que tout le monde sache de quoi on parle, moi je sais, même si la gynéco ça fait plus de 10 ans, qu'est-ce que l'endométriose en mode moldu pour que tout le monde comprenne. Donc c'est une maladie qui touche une femme sur 10. Globalement, c'est des cellules qui correspondent à l'endomètre de l'utérus, mais qui peuvent se trouver dans l'utérus et partout dans le ventre, sur les différents organes, et qui viennent impacter le fonctionnement de tous ces organes. Et c'est une maladie qui est très douloureuse et très handicapante. Donc effectivement, tu as raison, l'endométriose, donc principal organe, l'utérus, donc l'endomètre, la partie interne de l'utérus, si je me trompe pas. Et donc du coup, ces cellules viennent migrer, viennent se loger dans différents organes. Ça peut rester soit dans l'utérus, soit vraiment aller dans tous les organes, donc les organes digestifs, les ovaires, le foie, les poumons, et ça, c'est vraiment la maladie. La vessie. Vessie, effectivement. Rentrons dans le vif du sujet. Comment tu l'as découvert? Quels ont été tes principaux symptômes? Et surtout, je l'ai pas dit avant, mais s'il y a des questions que tu veux pas répondre, bien sûr. Voilà, juste commencer par ça, c'est comment on peut s'en rendre compte, comment toi tu t'en es rendu compte, quel a été ton parcours médical? Ok. Alors, déjà, je voudrais dire que moi, j'ai eu un parcours très facile avant de commencer l'histoire, parce que on dit qu'en moyenne, il faut 7 ans pour avoir un diagnostic pour une femme atteinte d'endométriose. Et je vais t'expliquer un peu pourquoi moi, ça a été un peu plus court. Et donc, j'estime que j'ai eu beaucoup de chance. Ça a commencé en fait, l'endométriose, il y a des symptômes que j'ai toujours eu, mais que je n'ai pas identifié comme symptômes. J'expliquerai pourquoi après. En fait, le premier symptôme qui m'a vraiment posé problème, c'est arrivé en 2019. Fin d'année 2019. Donc on est en 2025, donc c'était il y a 6 ans. Exactement. Et en fait, j'ai eu des douleurs épouvantables au ventre et je n'arrive plus à aller aux toilettes. Donc vraiment, premier réflexe, c'est pas du tout un réflexe gynéco, c'est un réflexe gastro. Donc je prends rendez-vous avec un gastro en urgence parce que je suis vraiment pas bien et complètement coincée du côté. Enfin voilà, je vais plus aux toilettes. Ça fait quelques jours, ça m'inquiète beaucoup. Je suis à quelques semaines de mon voyage de noces aux États-Unis. La sécurité sociale aux États-Unis, ça me rassure pas du tout. Donc en plus, je suis stressée de tout ça, voilà, de me dire je vais partir et je vais pas bien. Donc en urgence, je trouve un rendez-vous via une amie chez un gastro à Cannes qui me prescrit des laxatifs. Et puis ces laxatifs ne font aucun effet. Je retourne le voir la semaine d'après. Il me prescrit une double dose, aucun effet. Donc ça a duré 3 semaines. Je vois un autre gastro on me fait un lavement pour évacuer. On me fait une coloscopie, rien à déclarer. Je vais voir quand même mon gynécologue en me disant tiens, parce que au bout d'un moment je cherche. Et en fait, on me donne des solutions, mais on me propose pas de solution. En fait, on essaie, on creuse, les gastros, ils trouvent pas. Non, c'est pas ça, on élimine une piste, on élimine encore une piste. Donc les deux principaux symptômes, c'est douleur abdominale et constipation, du coup? Pour moi, ça a été ça, à ce moment-là de ma vie. Ça arrive en permanence. Je suis pliée en deux et c'est la grosse crise déclencheur du truc. Mais il y a eu des choses avant, mais je vais terminer mon explication pour développer les autres symptômes après. Je voyage entre différents médecins pour comprendre ce qui m'arrive. J'arrive aux urgences quelques jours avant de partir en voyage. On me dit que c'est dans ma tête, on me donne du Doliprane, je dois être stressée par mon voyage. Je vais voir mon généraliste qui me dit écoutez, vous avez fait plein d'examens, vous avez vu plein de monde, il y a rien, donc ça doit être dans votre tête, je vais vous prescrire des antidépresseurs. Je vais voir ma gynécologue qui me dit l'endomètre de l'utérus est parfait, il y a rien.
et je ne sais même pas ce que c'est l'endomètre de l'utérus à ce moment-là. J'avance, je pars en voyage avec des médicaments pour aller aux toilettes, pour espérer avoir moins mal au ventre. Mon voyage n'est pas forcément le plus fabuleux. Et quand je reviens, j'ai enfin le rendez-vous avec un 3e gastro-entérologue, qui est ici dans la zone d'ailleurs. Et du coup, je le vois. Et là, il m'examine, il regarde tous les examens que j'ai déjà faits et il me dit, écoutez, je pense que c'est pas du tout gastro, je pense que c'est plutôt gynéco. Et là, il prononce pour la première fois devant moi, un médecin prononce le mot endométriose. Et je me dis, mais comment lui, en tant que gastro, il peut me dire ça? Qu'est-ce que c'est l'endométriose? Je n'en sais rien. Du coup, je me dis, est-ce que vraiment il sait de quoi il parle? Est-ce que, voilà. Il appelle devant moi un confrère gynécologue pour demander en fonction des symptômes et la personne au bout du fil a l'air de confirmer, mais ne me connaît pas, donc je n'y crois absolument pas. De là, je me dis, ok, c'est une piste, on va l'explorer. Donc, vu que j'avais déjà vu une dizaine de médecins avant ça, qu'on n'avait rien trouvé, on me donne un nom sur quelque chose, je rentre chez moi, je cherche sur Internet. Je tombe sur le site d'Endo-France, et là, je lis l'intégralité des symptômes. Et je me rends compte que, en fait, depuis toutes ces années, c'était pas normal d'avoir autant mal pendant ces règles, que c'était pas normal d'avoir des douleurs pendant les rapports, des douleurs que j'avais même jamais osé évoquer avec mon conjoint et mari maintenant. Parce que tout le monde se pose une question. Est-ce que le voyage de noces s'est plutôt bien passé quand même? Oui, mais avec des crises où je ne pouvais pas marcher, où je ne pouvais pas porter ma valise tellement ça me faisait un coup de poignard dès que je faisais un mouvement. Donc il y a eu des choses très chouettes dans ce voyage, bien sûr. Mais quand tu vas pas bien comme ça, forcément, tout est impacté et ce voyage de noces aurait pu encore mieux se passer. Du coup, je fais mes recherches et vraiment, je découvre ces symptômes que je ne pensais pas être des symptômes parce que c'est des choses avec lesquelles je vivais avec depuis toujours, depuis très longtemps. Donc je m'étais pas focalisée là-dessus. C'était principalement les symptômes des douleurs des règles qui ont toujours été violents chez moi et du coup je ne savais pas, vu que je n'avais pas de comparaison, je savais pas que c'était pas normal. Donc pour moi c'était pas un symptôme et c'était tout à fait logique que je sois dans cet état-là tous les mois. Alors après douleur des règles, il faut faire attention aussi à la manière dont on en parle parce que il y a douleur et on est toutes différentes par rapport à la douleur, mais ça veut pas dire que parce que vous avez des règles douloureuses, vous avez forcément de l'endométriose, hein. Mais ça fait partie d'un symptôme où les douleurs très très importantes sont un des symptômes. Et il y avait un symptôme aussi de devoir uriner fréquemment, je pense, de mémoire. Et un qui était plus marquant pour moi, c'était les douleurs pendant les rapports. On se demande en fait pourquoi on a mal, voilà. Et c'est quand j'ai lu ce symptôme que je lui ai demandé à mon mari s'il s'en était un jour rendu compte. Et il m'a dit oui. Et quand on a eu le diagnostic, en fait, j'ai pu lui expliquer que c'était à cause de ça et que parce que super, je viens de l'apprendre. Et donc il était même soulagé parce qu'il avait peur que ce soit lui qui fasse mal, qui me fasse mal, alors que pas du tout. C'était pas de sa faute et au contraire, il a été très très bienveillant dans tout ça. Donc pour moi, les symptômes qui m'ont marqué à ce moment-là, c'était les douleurs pendant les rapports, les règles douloureuses, les problèmes digestifs, les douleurs au ventre. Enfin, ces symptômes-là qui m'ont le plus marqué. C'est parce que tu as eu ces cellules au niveau de l'intestin que tu as eu ces symptômes. Il n'y a pas un caractère général qui permet en fait si, parce que maladie inflammatoire. Okay. Donc forcément, qui dit inflammation, dit les intestins, deuxième cerveau, plus sensible. Enfin, tout est lié. Et puis, je pense que le stress dans tout ça vient rajouter. Il y a plein de facteurs finalement qui gravitent autour de tout ça. Après, il y a des patientes qui ont très peu de symptômes. Et finalement, on en trouve près des poumons et on s'y attendait pas. Enfin, à côté de moi, dans une de mes deuxièmes opérations, j'avais quelqu'un dans la chambre, la nénette, elle avait 20 ans et on lui a fait le scanner, machin, on en trouve près des poumons. Enfin, c'est le choc, quoi. Elle s'y attendait pas du tout alors qu'elle avait très très peu de symptômes et voilà. Donc, t'as dit beaucoup de choses, vraiment. Juste pour que les gens se rendent compte et pour que je me rende compte, entre le premier contact médical et quand on fait officiellement le diagnostic, il se passe combien de temps? Il se passe 5 mois. Mais on n'est pas sûr. C'est juste, je me reconnais moi sur un site où on me dit, voilà. Le gastro-entérologue m'a conseillé à ce moment-là, quand il m'a parlé de cette endométriose, il m'a dit, écoutez, il y a une chose que vous n'avez pas fait. On a passé la caméra par le côlon, on a fait des radios, on a fait des échographies, j'ai fait des IRM, j'ai fait plein de choses. On voyait rien. Et il m'a dit, il y a un truc que vous n'avez pas fait, c'est une cystoscopie. Et donc, je ne sais pas ce que c'est la cystoscopie. Donc, il m'explique que on ouvre le nombril, on passe une caméra, il y a 2 petites cicatrices de chaque côté pour les outils, mais que, du coup, il faut que je demande à mon gynécologue de me faire cet examen-là.
Donc je me pointe chez le gynécologue et je lui dis voilà, bonjour, je vais toujours pas bien. Vous m'avez dit que tout était ok, mais moi, le gastro-entérologue que j'ai vu m'a parlé de ça, je veux faire cet examen. Elle me renvoie vers son confrère parce que elle ne fait pas de chirurgie. Et son confrère me dit mais vous êtes sûr, c'est une opération, enfin vraiment, c'est ce que j'allais dire, ouais. Est-ce que vraiment vous voulez faire cet examen, c'est pas rien, c'est pas anodin. Et en fait, je me suis tellement reconnue sur le site d'Endo-France que à ce moment-là, je suis persuadée que c'est ça que j'ai. Et donc oui, je veux absolument faire cet examen. Donc j'ai rendez-vous pour être opérée. Et sur le site d'Endo-France, je vois qu'il y a un livre qui est Les idées reçues sur l'endométriose, qui est publié par l'Endo-France et plein de médecins. Et je me décide de lire ce bouquin. Et au plus je lis ce bouquin, au plus je me rends compte que tout ça, c'est moi, en fait. Donc je suis sûre que cette opération, j'avais, mais j'ai dû vraiment la réclamer. Du coup, l'opération se passe fin février, début mars. Au réveil, dans la salle de réveil, je revois ce gynécologue venir vers moi en disant bon, bah ça va, vous aviez raison, hein, une petite endométriose, mais vraiment stade 1. Enfin, s'il y avait stade 0,5, vraiment, ce serait 0,5, rien de grave. On vous a tout nettoyé, tout va bien, tout va aller bien. Bon, ben ça a été loin d'être le cas. Mais moi, dans ma tête, c'était un soulagement de me dire ok, c'est bon, c'est ça, je suis pas folle. C'est vraiment ça, ça a été, voilà, il l'a trouvé, on étudie les cellules, c'est prouvé, c'est mis sur papier que c'est l'endométriose, ok. Et donc à ce moment-là, quand je suis rentrée dans ma chambre, j'ai repris mon bouquin, j'ai regardé tous les médecins qui avaient contribué à ce livre, et j'ai trouvé celui qui était le plus près de chez moi, à Marseille. Et je me suis dit, ok, maintenant j'ai le diagnostic, maintenant je vais aller voir le spécialiste qui sait faire, qui connaît, et je découvre que ce médecin a participé entre autres à ce bouquin, mais dirige un centre pluridisciplinaire et qui accompagne et qui est expert dans la gestion des patients atteints d'endométriose. Et donc finalement le message pour moi de ça, c'est de me dire, ok, tu peux avoir une pathologie, mais c'est tellement important d'avoir l'expert, le spécialiste, le bon médecin en face de soi. T'as percévé, c'est ouf, c'est parce que du coup t'as dû aller à l'encontre de plusieurs avis médicaux. Ouais. Moi ce qui me frappe, mais c'est ce que j'ai vu dans ma jeune carrière et ma jeune expérience, c'est l'attitude des médecins quand ils savent pas, et cette incapacité à dire je sais pas. Moi c'est quelque chose que c'est pas que je m'oblige à faire, mais globalement c'est pas parce qu'on est médecin qu'on est Dieu. Toi, il y a vraiment ce déclic de ce livre qui t'a dit ok, c'est ça et je vais aller jusqu'au bout. Il y a un moment où tu doutes parce que tu as vu tellement de gens te dire que tu étais folle, que c'est dans ta tête, que tu sais parce que tu te renseignes que la douleur c'est finalement un message que ton corps renvoie au cerveau et donc une interprétation par le cerveau. Mais je pense que j'ai douté plein de fois, j'ai pleuré plein de fois. Parce que qu'on me dise, alors que je suis quelqu'un d'assez optimiste et avec un peu de joie de vivre, et voilà, qu'on me dise, c'est dans votre tête, vous allez prendre des antidépresseurs, ça va aller mieux, vous allez pas bien, madame. Là, je me suis dit, ok, la médecine va mal. Ça donne peu confiance en la médecine. Mais j'ai pas mis 7 ans comme les autres parce que je pense que j'ai eu cette curiosité et que j'ai voulu lire et j'ai appris de d'autres bouquins encore sur le sujet, mais parce qu'aussi j'ai eu la chance d'avoir à un moment donné un médecin dont c'était pas du tout la spécialité qui s'est dit tiens, ça me fait penser à ça et qui a été plus loin que ses compétences personnelles et que je ne remercierai jamais assez parce que s'il avait pas dit ce mot-là à ce moment-là, peut-être que je serais pas là au jour d'aujourd'hui dans le cheminement que j'ai eu. Donc il y a différentes étapes et je pense que tout le monde n'a pas la démarche de dire ok, je vais bouquiner. Il y a beaucoup de gens qui se disent, qui font de l'automédication avec plein de choses et qui devraient pas. Moi, j'ai pas pris de traitement, j'ai voulu chercher à comprendre ce qui m'arrivait. Le vrai déclic pour moi, ça a été le site d'Endo-France, de l'association Endo-France, et de me reconnaître sur tous les symptômes, même des symptômes que j'avais pas envisagés comme symptômes, en fait. La deuxième chose, c'est la cœlioscopie. Parce que pendant longtemps, dans ton discours, t'as parlé ça comme un examen, alors que c'est clairement une opération, c'est sous anesthésie générale, même si c'est le moins invasif des interventions, où effectivement, il y a juste 2 petits trous au niveau abdomen, ou 3. Et en fait, on joue un peu aux jeux vidéo dans l'abdomen. Exact. Il y a un moment, t'as eu peur, Non, je savais que ça allait être le déclenchement de quelque chose qui allait me libérer de cette souffrance que j'avais finalement depuis des années. J'ai signé beaucoup des consentements, voilà, parce que vraiment, vu que lui ne voyait pas l'intérêt et que parce que moi je suis arrivée en disant, écoutez, j'ai fait plein de choses, je suis pas folle, on m'a parlé de ça, faites-moi ça, que finalement il a accepté, mais lui-même il n'y croyait pas quand il me l'a fait. Donc ça a été
serait dur de le convaincre. Ce médecin de Marseille, j'arrive, je lui explique, voilà, on m'a diagnostiqué, bon, il y avait un délai d'attente, hein, comme tous les grands et bons spécialistes, il y a un délai d'attente. Et du coup, quelques mois se sont passés, je me suis remise de la cystoscopie. J'arrive en lui disant, voilà, on m'a dit qu'il y avait 3 fois rien. Sur les IRM que j'ai fait, on voyait rien, mais on m'en a trouvé des cellules à droite à gauche en cystoscopie. Mais je veux avoir votre avis, parce que je vous ai lu, j'ai étudié un peu son parcours, j'ai vu qu'il y avait écrit d'autres livres là-dessus, qu'il avait développé une application aussi pour le suivi des patients atteints d'endométriose. Enfin, tout ça, ça m'a dit, ok, le mec, il connaît son sujet, je veux être soignée par lui et personne d'autre. Je suis arrivée, et puis il m'a dit, on va vous faire une échographie pour voir s'il reste quelque chose ou pas. Et là, il me fait l'écho, mais l'échographie qu'on fait toutes régulièrement. Vraiment, rien de plus compliqué que la bête échographie qu'on fait chez notre gynécologue. Et là, il me dit, vous voyez toutes les taches noires là? Et en fait, c'était mon utérus qui était complètement bouffé d'endométriose. Donc, c'est l'adénomyose, qui est l'endométriose de l'utérus. Et il me dit, ça va pas s'arrêter là, parce que là, je comprends même pas qu'on l'ait jamais vu. Je pensais vraiment que ça allait se finir comme ça, mais ouais, effectivement, ok. Et il regarde les images d'IRM. Et là, il me dit, là, c'est pareil. Là. Et en fait, j'ai compris ce jour-là qu'on pouvait faire tous les examens qu'on voulait. Si on n'avait pas le spécialiste qui a l'œil pour voir ce qu'on cherche et à quoi correspond l'image de cette maladie, on peut pas, on va rien voir. Moi, je regarde un IRM, je vois rien parce que j'y connais rien. Mais si le médecin il connaît son sujet, il le voit tout de suite en fait, en 2 minutes. Et c'est hyper choquant parce qu'on se dit, ça fait presque 1 an à ce moment-là. On se dit ok. Donc on a essayé plusieurs traitements parce que moi j'avais toujours ces douleurs. Donc du coup les atteintes sur les intestins, donc l'utérus en lui-même, donc l'adénomyose, sur la vessie et les ovaires. Et sur les intestins, d'où le problème premier du sujet d'aujourd'hui. Sachant que là, t'es toujours pas soulagée en fait. À ce moment-là, j'ai que le diagnostic. Okay. Je suis pas soulagée. On m'a fait une première cellule, on m'avait dit que tout allait aller bien, mais non, tout ne va pas bien. Et lui m'explique que probablement c'est principalement dû à cet utérus. Que bien sûr, il y a les autres cellules peut-être qui peuvent revenir et ça reviendra, mais qu'on peut bloquer par des pilules, par des traitements hormonaux, voilà. Donc, ok. Il m'ouvre l'accès à un centre de la douleur qui travaille directement avec lui. J'ai tout d'un coup un panel de médecins. Donc je vois un psychologue, je vois un cardiologue, je vois une kiné, une algologue, une sage-femme, je vois plein de monde qui sont là en fait pour juste me soulager, peu importe comment, mais on trouvera des solutions ensemble. Donc il y a cet esprit vraiment ok, je suis au bon endroit, je me laisse guider. Alors à un moment c'est trop parce que tu passes plus de temps chez les médecins qu'ailleurs, que chez toi ou au travail, mais tu sens que c'est nécessaire. Donc toutes ces personnes-là ont eu vraiment chacune un impact sur la suite. On a essayé plein de choses. La douleur était tellement forte qu'on m'a mis sous perfusion de lidocaïne, on m'a mis sous perfusion de kétamine. Au début, toutes les semaines, puis tous les mois. Donc, j'allais toujours à Marseille. Pour que les gens se rendent compte, on est vraiment loin du Doliprane, là, du coup. C'est vraiment des... Oui. Mais effectivement, juste, il y a besoin de bilan cardiaque et tout pour savoir s'il n'y a pas de danger et tout. Donc, ok. Ça t'a soulagé? Ça m'a fait du bien, oui. Et effectivement, avant chaque injection de perfusion, on va dire plutôt de kétamine, on avait un bilan cardiaque à faire avant, après, pour voir si tout allait bien. Ça m'a soulagée, mais pas complètement. Donc là, en ce moment, t'as le traitement antalgique, donc le traitement symptomatique et le traitement hormonal qui essaye de ralentir exactement. Et on m'encourage à faire du yoga, du pilates. On me donne aussi un TENS, des électrodes avec un circuit électrique qui va venir brouiller le message de la douleur pour éviter qu'il remonte justement jusqu'au cerveau, qu'on ressente moins la douleur. On n'enlève pas le problème, mais tout ça nous met le cerveau en off pour dire je ne ressens plus cette douleur. On devient un peu un légume avec tout ça parce que c'est des traitements très très lourds. Mais le problème persiste et finalement en fin d'année 2020, on se dit que on a essayé plein de choses, mais que j'ai trop mal et qu'il faut prendre une décision. Et du coup, moi dans ma tête, la décision elle est déjà prise. Je sais ce qu'on va me dire et je sais ce que je veux entendre et je sais que c'est acté chez moi. Et donc je vais à cette consultation et on décide ensemble de m'enlever l'utérus. Donc une hystérectomie, c'est une décision qu'on peut pas prendre à la légère.
C'est une décision qui a été facile pour moi, mais uniquement pour moi, parce qu'on dit qu'il y a autant d'endométriose que de femmes qui l'ont, parce qu'on a toutes des ressentis très très différents sur nos corps, et que moi personnellement, je n'ai jamais eu cette envie d'avoir des enfants. Par contre, je sais que j'ai le cas autour de moi de personnes pour qui c'est beaucoup plus compliqué à vivre, de se dire que c'est peut-être la solution pour se soulager, alors qu'elles n'ont pas encore eu d'enfants et qu'elles c'est leur désir le plus profond d'être maman. C'est des causes d'infertilité aussi. Mais il y a un moment où ça coince et un moment où elles doivent faire le choix entre la maternité et être soulagées. Ce que moi, je n'ai pas dû faire, donc j'ai une chance de dingue par rapport à ça, que les autres femmes qui se destinent à avoir des enfants, c'est le choix le plus dur au monde, je pense, à faire. Donc moi, je l'ai vécu comme un soulagement de me dire on va m'enlever l'utérus, parce que vraiment, pour moi, ça allait être fini après ça. Et parce que vraiment, les médecins pensaient que c'était vraiment l'utérus qui me créait le plus de douleur. Et là, on a toute une série de jugements qui se mettent en place. Les amis, la famille, mais t'es sûr que c'est la bonne solution ? T'es pas dans mon corps, donc je ne te demande pas ton avis. Jusqu'à l'infirmière sur la table d'opération qui me dit « Mais madame, vous avez 35 ans, vous allez pas faire ça ?» Ok. Mais si, je veux faire ça parce que je sais que ça va me faire du bien, que ça va me soulager et que c'est ce que le médecin me conseille de faire et que c'est lui le spécialiste, pas toi. Donc, je suis en train d'être endormie. Pourquoi tu viens si on se tape me dire ça à ce moment-là? Et en fait, je pense que c'est la société aussi qui veut ça, de dire ah oui, mais attention, on m'a toujours dit je suis pas maternelle, ok, mais tu vas changer d'avis. Un jour, tu voudras des enfants. Et je me suis dit mais ok, mais si un jour je change d'avis, j'adopterai. Et ça correspondra plus à ma philosophie de vie à moi. Mais pour l'instant, j'ai zéro regret et tout va bien. Il y a eu un parcours avant la chirurgie. Alors je pensais qu'il allait avoir, mais dans le cas de cette endométriose, et vu que j'avais déjà vu des psychologues et tout un panel médical avant, il n'y a pas eu. Et donc le mois, on a fixé, tiens, la date le mois prochain, quoi. Voilà. Okay, très bien. Je pensais qu'il y aurait beaucoup plus de consentement. Parce que je pose la question parce que rien que pour la chirurgie bariatrique, donc pour l'obésité, il y a un parcours à suivre et un délai à justifier de la prise de décision jusqu'à la chirurgie, notamment avec des prises en charge psychologiques et tout. Et je voulais savoir si... Après, c'est vrai que tu étais accompagné apparemment avec plusieurs psychologues, mais ouais, en un mois, c'était t'avais la décision. Parce qu'il avait l'antériorité aussi de mon suivi depuis plusieurs mois dans la clinique où il exerçait, avec tous les médecins que j'avais vus. J'ai vraiment fait tout le parcours depuis le départ. Et donc, on est arrivé à un stade où... je vous passe les détails parce qu'il y a eu plein d'étapes, mais... on savait, lui et moi, que c'était l'étape qu'il fallait maintenant, quoi. Ça a été très vite, oui, on a pris rendez-vous pour le mois d'après, quoi. Le jour même, on décide, ok. Tu voulais dire plus de choses sur cette pression sociale? Que chacun s'occupe de ses affaires, et les femmes font comme elles veulent. Elles ont envie d'enfants, elles font des enfants. Elles ont pas envie d'enfants, elles font pas d'enfants. Et il y a même pas de questions à se poser, il y a même pas de jugement ou de pression à mettre. Et je pense que c'est vraiment important, parce que quand on en a un, après, et le deuxième, c'est pour quand? Et en fait, mais laissez juste les gens vivre leur vie. L'infirmière en question, je pense qu'il faut qu'elle revoie un peu son métier, mais je suis d'accord. Mais bon, pour le coup, voilà, c'est comme ça. Mais je me suis dit, moi, ça va, parce que je le vis bien. Mais si j'avais pas été cette personne-là qui le vit bien, si j'avais été ma copine qui a les mêmes soucis que moi, qui a des douleurs horribles, qui a pris cette décision, qui revient en arrière parce qu'elle voulait vraiment un enfant, qui a fait ce cheminement très très long et très compliqué, l'infirmière là, elle plombe l'opération, elle plombe tout. Alors que, ok, c'est pas facile. Même quand on a décidé, on se dit que on va nous enlever un morceau de nous-mêmes. Est-ce que on a presque l'impression que la pression sociale nous dit ça enlève ta féminité en fait. Non, parce que c'est vraiment un morceau de moi que personne ne voit. Donc non, je peux être féminine avec ou sans, tu ne le sais pas. Donc ouais, la pression sociale, elle est presque aussi pire que la durée du diagnostic. Je sais pas comment l'expliquer, mais pour moi c'est bien, ça a été. Pour moi c'était vraiment facile. Mais toutes les autres que je connais, parce que quand on est en kétamine, on est plusieurs, hein, donc au début on papote de nos problèmes, et au plus la kétamine fait effet, au plus tu papotes, au plus tu rigoles, et on passe des bons moments à raconter nos histoires. Et quand tu descends après, tu quand même c'est hard. Et en vrai oui, c'est hard pour énormément de femmes. Moi je l'ai pas vécu comme ça parce que je suis de nature aussi très optimiste. Et parce que mes convictions, c'était de ne pas avoir d'enfants, mais j'accompagne des amis dans leur cheminement, et c'est la pire chose au monde. Et maintenant, ça va? C'est pas fini.
Il y a eu d'autres opérations. Ah. Ben oui, l'hystérectomie n'a pas suffi parce que j'ai eu des complications derrière où chaque mois, mes ovaires faisaient des kystes qui éclataient en hémorragie interne. Ok. Et donc des douleurs encore pires. Donc je continue la kétamine, je continue plein de traitements. Toi, dans ta tête, tu penses vraiment que c'est la chirurgie qui va tout régler? On va dire Non, c'est pas coup que de massue quand les douleurs ont recommencé, par exemple, ou... Oui, parce que je me dis, ben, j'ai plus rien, on m'a enlevé, pourquoi, voilà. Donc, on m'avait bien expliqué qu'on me laissait les ovaires exprès parce que c'est important pour une femme jusqu'à un certain âge d'avoir ce qui est hormonal qui fonctionne de manière tout à fait normale. On préfère éviter, ils sont vraiment, vraiment, vraiment réticents au fait d'enlever les ovaires. Sauf que moi, au bout d'un moment, effectivement, j'ai pris d'autres pilules alors que j'avais plus d'utérus, fallait que je reprenne des pilules. On m'a mis sous Zenanton, qui est un médicament qui nous met en état de ménopause chimique. Donc c'est une injection tous les mois ou tous les 3 mois en fonction des dosages. L'infirmière vient à domicile, vous fait l'injection. Ok, on voit. Et là, on se rend compte, bah ok, ça va beaucoup mieux en fait. Les ovaires arrêtent de faire des kystes, arrêtent de faire des hémorragies. Ok, bah la solution, elle est là, mais on peut pas le faire chimiquement trop longtemps. Parce que il y a plein de risques, dont des risques cardiovasculaires aussi, de venir chambouler tout ça. On mesure à ce moment-là les risques de dire, chimiquement ou physiquement, par chirurgie, on y va. Donc avec le chirurgien, on décide de passer à l'étape 2, l'ovariectomie bilatérale, comme ça on enlève tout. Et moi je me dis ouais, c'est vraiment vraiment la solution. Surtout que tu avais vu le traitement chimique qui marchait. Donc et en plus, voilà, on sait que chimiquement ça fonctionne, donc je suis hyper convaincue par cette solution. On y va. Et donc là, on est déjà en 2022 au moment de cette décision-là. 3 ans de douleur, quoi. Mais oui, entre le diagnostic et... Enfin voilà, parce que je vous passe, il y a eu d'autres petites interventions, comme on m'a mis des injections de Botox au niveau du périnée pour réussir à décontracter. J'ai eu du Botox aussi tout le long de la colonne vertébrale, vertèbre après vertèbre. Parce que on se met dans des mauvaises postures aussi à force d'avoir mal. Donc il y a eu plein de petites micro-interventions. Et donc on m'enlève les ovaires et je me dis là ça y est, ça va être la solution. Et en fait vient après tous les symptômes de la ménopause et de la ménopause précoce. Donc on m'annonce bien que je vais devoir avoir tous les ans un suivi cardio pour prévenir des maladies cardiovasculaires, un suivi ostéoporose et voilà. Donc je dis ok, s'il y a que ça, on ira voir un cardiologue. Le plus dur à ce moment-là, c'est que du jour au lendemain, mon corps se retrouve sans plus aucune hormone. J'ai pas eu comme une ménopause d'une dame normale entre guillemets, une diminution progressive de la production d'hormones. Donc du jour au lendemain, on n'en produit plus, le corps il en reste un peu dedans, et là vraiment je tombe en dépression, mais totale. Je fais ça, je ne reconnais pas mon corps, je n'ai pas raison que c'est moi, je ne me reconnais plus, j'ai pas la même sensation quand je touche mon corps. J'ai la peau qui devient sèche, j'ai les bouffées de chaleur dont tout le monde parle, c'est pas une légende, elles sont toujours là d'ailleurs. Et du coup, c'est vraiment au début une descente de me dire ok, t'as plus mal, ok, t'as plein des petites choses comme ça, mais tout ce qui me convenait ne me convenait plus. Je pleurais tout le temps alors que je suis quelqu'un qui aime vraiment déborde de joie de vivre. Je pense à mon mari qui à cette période-là ne me reconnaissait pas et le pauvre, vraiment le pauvre. On peut pas me donner de traitement hormonal parce que ça risquerait de me redéclencher l'endométriose malgré qu'on ait enlevé plein de choses. Du coup, on me trouve un traitement à base de plantes tout à fait soft et là ça fonctionne et je redeviens celle que je suis et là c'est vraiment à ce moment-là seulement la libération. Oui, on est en fin 2022 où je me dis ok, là c'est bien, là je redeviens bien. Félicitations. Merci. Je m'attendais pas à ça, honnêtement. Ouais, mais c'est impressionnant le parcours que t'as subi. D'un point de vue psychologique, du coup, t'as parlé de dépression, t'as parlé de plusieurs choses. T'as eu un moment pensé que t'avais fait une erreur, que tu préfères avoir les douleurs que cet état? Non, jamais. Jamais parce que les douleurs, les pertes de kétamine, tout ça, les kinés, il y a eu un moment de ma vie où je voyais plus de médecins que mon propre mari, quoi. Il y avait tellement de douleurs que non. C'était un état bizarre parce que je me reconnaissais pas, mais ça a pas duré longtemps. Alors, c'était la même équipe à Marseille qui t'accompagnait après la chirurgie? Ok. Ouais. Du coup, eux,
avait cette expérience, je suppose, des ménopauses Ouais. précoces et tout. Très bien, c'est parce que j'allais te demander si tu avais été dans la même logique pour ton endométriose, c'était, en fait, je suis plus du tout la même personne et je vais tout faire pour revenir à cette même personne et chercher. Je me suis un peu laissée porter par les conseils de ces spécialistes, en fait, qui m'ont suivi jusqu'au bout Ok. et qui pourraient encore me suivre si je le désirais. Après, au bout d'un moment, je pense que je suis passée par tellement de médecins que peut-être maintenant, au moins j'en vois, au mieux je me porte. Mais sur le suivi, j'ai plus besoin d'aller jusque là-bas. En gros, j'étais là-bas à Marseille parce qu'il y avait ça à Marseille. S'il aurait fallu aller à Paris, j'aurais été à Paris. S'il aurait fallu aller ailleurs, j'aurais été ailleurs. Mais j'entends encore trop souvent de gens qui se font accompagner par des médecins en disant « Ah oui, mais moi, mon médecin m'a dit que c'était pas du tout ça. » Ben, en fait, il n'y a pas que cet avis-là qui compte. Peut-être que lui est pas assez spécialisé. C'est une maladie, on l'enseigne en faculté de médecine que depuis 2 ou 3 ans. C'est assez récent. Peut-être que les années passent un peu plus vite et je m'en rends pas compte, Ouais, mais non, c'est mais très très récent. mais en vrai, enfin moi je peux le dire parce que effectivement j'ai fait des études de médecine. Ah bon? Non, mais en vrai, c'est quelque chose, en gynéco, ça doit être un chapitre, mais en fait, on l'enseigne pas du tout par rapport déjà à entre guillemets, à la polyvalence et l'épidémiologie. Quand tu dis que, enfin, moi, j'étais pas du tout au courant, mais qu'il y a une femme sur 10 qui est atteinte d'endométriose. Si on suppose que vous faites partie de la moitié de la population, c'est près de 35 millions de personnes. C'est énorme. Et Et je pense qu'on effectivement, en connaît tous une qui soit ne le sait pas encore, soit sera confrontée à ça au jour où elle voudra avoir des enfants et ça sera peut-être compliqué à cause de ça, ou soit on le sait pas parce elle le cache. Et en fait, je pense que le 1 sur 10, finalement, il est peut-être encore bien plus élevé que ça. Peut-être, ouais. C'était les statistiques à l'époque, en tout cas en 2019, 2020, quand je me suis renseignée sur tous ces sujets. Mais ça a dû évoluer aujourd'hui et heureusement, on en entend de plus en plus parler. C'est une maladie où tu n'as plus d'intimité. Tu as des kinés en interne, tu as l'impression à un moment d'écarter les jambes tous les 2-3 jours, que plein de gens vont voir là-dedans et que toi tu souffres et que ta dignité, tu la perds à un moment dans ce parcours-là. Ta dignité de femme, voilà. Et pourquoi j'ai ça? Je pense que ce qui est bien, c'est qu'on a eu pas mal de personnes célèbres qui ont commencé à parler de ça. Il y a Laetitia Milo, qui est la marraine d'Endo France et qui est une actrice et écrivaine aussi, qui a pas mal parlé du sujet. Il y avait d'autres personnages. À ce moment-là, on commençait à parler de la chanteuse Laurie, de Enora Malagré. Et en fait, on s'est rendu compte qu'il y avait plein de stars qui commençaient à témoigner de diverses raisons, de divers métiers, voilà. Je trouve qu'aujourd'hui, on commence vraiment à en parler et que normalement, on devrait plus attendre 7 ans pour être diagnostiqué. Et normalement, on devrait plus entendre des gens « Ah oui, on m'a dit que c'était dans ma tête, on m'a prescrit des antidépresseurs. » Mais pourtant, je l'entends encore autour de moi. Et ça, c'est oui, effectivement. Mais après, c'est une question de statistique. Je pense qu'effectivement, une femme sur 10, il y a, je pense, plusieurs femmes célèbres qui ont cette maladie. Donc, c'est effectivement bien d'en parler. Ok, côté cœur. Dans mon parcours, j'ai vu donc un cardiologue, je te l'ai dit. En fait, à ce moment-là, on m'a fait passer des tests d'apnée du sommeil parce que ils étaient en train d'étudier la corrélation qu'il pouvait avoir entre l'endométriose et l'apnée du sommeil. Protocole de recherche. Ouais, okay. Complètement. Et donc, je pense que toutes les patientes qui sont passées, en tout cas qui dormaient pas bien et qui sont passées un moment dans le centre pluridisciplinaire où on était, sont passées voir ce cardiologue et on a fait les tests et une grande majorité, et c'est vrai, sont ressorties avec des tests positifs. Donc, du coup, tu as dit qu'on t'avait quand même sensibilisé sur le risque cardiovasculaire. Ouais, et le risque d'ostéoporose. Ah oui, pour l'après, oui. Ouais. Bien sûr. Comment tu vis là aujourd'hui? Bah, je vis très bien parce que j'ai un super cardiologue. parce que je suis venue te voir pour faire mon bilan et que tout va très bien. Donc, j'ai pas de souci à me faire. Et donc, je me suis mis de faire tous les 2 ans un suivi et donc je m'y tiens et puis voilà. Il y a plein de choses qui peuvent jouer sur l'endométriose et en fait, c'est aussi des choses qui peuvent, je pense, et ça c'est toi qui sais, mais limiter les risques de maladies cardiovasculaires. Et donc, dans l'alimentation, il y a des aliments qui sont plus inflammatoires, donc on évite dans le parcours d'endométriose. Il y a aussi des bouquins là-dessus. La maladie en elle-même, l'endométriose, n'est pas un facteur de risque, mais c'est un marqueur de risque parce que c'est effectivement une maladie inflammatoire et toute inflammation dans le corps augmente le risque cardiovasculaire. Mais c'est important de le dire parce que juste je voulais te poser la question si tu le voyais comme un peu une épée de Damoclès ou si jamais genre tu kiffes la vie et qu'il n'y a pas de souci. Je voulais juste avoir ton ressenti sur ce côté-là. J'ai un rapport à la vie et du coup un rapport à la mort un peu particulier où je me dis j'ai eu une maladie,
j'allais pas en mourir. Il y a des gens, on leur annonce qu'ils ont un cancer, là il y a un vrai risque. Moi j'ai une maladie, oui, qui me faisait très très mal, mais je savais que j'allais jamais en mourir. Mais par contre, parce que j'étais forte, moi, je vais parler vraiment que de moi, et j'étais forte moralement, j'ai vu des personnes qui pour moi, que j'ai croisées en soins et que j'ai jamais recroisées, et je pense que cette maladie les a tués autrement, parce que c'est pas une maladie qui tue, mais voilà. Et parce que c'est le côté psychologique qui est très très dur. Je sais que c'est important, mais j'ai qu'une envie, c'est de vivre. Et faire ces opérations-là, ça m'a permis de vivre normalement, d'être tout à fait normalement. J'ai ma carte, je suis reconnue handicapée, mais je ne l'utilise pas, je m'en fous, j'en ai pas besoin. Je veux juste vivre normalement. Et le plus longtemps possible, certes, mais si ça s'arrête demain, c'est pas grave. J'aurais profité sur ces instants-là. Alors, le risque cardio, il est important, sinon je viendrai pas te consulter pour faire mon suivi. Peut-être il y a des choses à faire et que si on fait ce suivi régulier, bah ça va me permettre de kiffer ma vie plus longtemps. Mais je le vis pas du tout comme une épée de Damoclès. Tout se résume sur une évaluation du risque cardiovasculaire. Là, il y a plusieurs choses. Il y a endométriose et ménopause précoce. Alors, j'ai parlé d'épée de Damoclès, mais c'est pas comme si tu avais le double de chances de mourir. C'est juste une augmentation à quelques pourcentages du risque cardiovasculaire. Et ça se résume dépister les autres facteurs de risque cardiovasculaire. Hypertension artérielle, cholestérol, arrêter de fumer et diabète. Et l'autre chose, c'est un bilan cardiaque complet au moins une fois pour s'assurer qu'il n'y ait pas d'anomalie. Et en fonction après du risque et de ce que je trouve, ça peut être des tests d'ischémie, des tests d'effort. Mais il n'y a pas forcément étiquette endométriose et ménopause précoce. Juste mon attention est un peu plus marquée sur la prévention. L'athérosclérose, c'est globalement le risque cardiovasculaire, c'est le risque d'avoir un événement cardiovasculaire. Ça, c'est le mécanisme secondaire à l'athérosclérose. Donc effectivement, comme je disais, il y a deux choses. L'endométriose en elle-même est une maladie inflammatoire et toute maladie inflammatoire, on s'en rend compte de plus en plus, augmente le risque cardiovasculaire. Après, il y a la deuxième chose, c'est la ménopause précoce, donc quand on n'a plus d'ovaires. Effectivement, il y a tout ce côté protecteur hormonal qui s'arrête d'un coup. Et cet arrêt entraîne en fait globalement une égalisation du risque cardiovasculaire par rapport aux hommes, et donc du coup, de ce fait, le risque cardiovasculaire augmente. Par contre, l'ostéoporose, ça a rien à voir. Donc l'ostéoporose, c'est quoi? Dégénérescence osseuse ou quelque chose comme ça? Alors du coup, c'est ce que j'allais dire, mais je pense que c'est trop fort, dégénérance. Ouais. Mais c'est quand en fait la qualité de l'os diminue et la solidité de l'os diminue, et donc du coup, on a un risque de fracture plus important. Et donc du coup, ça, c'est purement de la ménopause précoce et le fait de plus avoir cette protection hormonale. Et ça, c'est vrai en ménopause précoce et en ménopause entre guillemets normale. C'est que en fait, il y a vraiment un avant après la ménopause, mais dans beaucoup d'organes et dans beaucoup de maladies, et on voit le risque d'ostéoporose vraiment augmenter et la qualité des os vraiment diminuer. Et c'est pour ça que il y a un risque de fracture important chez la femme ménopausée. En vrai, moi, j'ai un rapport à la vie qui n'est pas du tout le même que Amélie. Normal. Mais si on prend mon expérience personnelle, je pense que c'est pour deux raisons. C'est parce que je vois énormément de patients vieux et je me dis, s'ils avaient écouté les bons conseils, ils seraient pas dans cet état. Et je vois énormément de patients qui ont eu un événement cardiovasculaire et qui me disent si je l'avais su alors qu'ils le savaient. Et donc, du coup, moi, ma vision des choses, c'est je veux tout faire pour éviter d'avoir un événement cardiovasculaire. Et je reviens sur le côté endométriose et tout, c'est en fait, je pose effectivement la question, c'est savoir si on est comme Amélie, il faut kiffer la vie et il n'y a pas forcément besoin d'être stressé sur tout. Ou soit on me répond, en fait, j'ai juste pas du tout envie, enfin, qu'il m'arrive un truc. Et je m'adapte en fonction du discours, mais ça se résume à l'équilibre et la recherche du facteur de risque cardiovasculaire. En fait, en cardiologie, surtout en athérosclérose, il n'y a pas en tout cas en 2025, il n'y a pas de baguette magique. On connaît les facteurs de risque cardiovasculaire, on sait comment les prendre en charge, et il y a juste à comprendre la volonté du patient et l'aider sur cette prise en charge. J'ai eu des patientes qui me disaient je sais pas pourquoi je viens vous voir, moi je m'en fous, c'est juste qu'on me l'a dit. Et il y a des patientes qui m'ont dit je suis archi stressé. Et c'est en tant que cardiologue et de médecin en général d'adapter son discours. Du coup, tu avais globalement fait tous les examens. S'ils étaient mis entre les bonnes mains, en gros, ton parcours aurait duré moins longtemps. Exactement. Et encore, j'ai eu beaucoup de chance parce qu'il n'a pas duré longtemps par rapport à la majorité. Voilà. Moi, ce qui m'a clairement venu à l'esprit, c'est du coup ce parcours, ça va être en fait de l'histoire ancienne avec potentiellement l'intelligence artificielle. Toi, qu'est-ce que t'en penses? Sachant que je te pose la question parce que du coup, t'as eu, je pense, l'extrême moins bien et l'extrême top dans ta prise en charge médicale. Genre, j'ai pas eu l'extrême moins bien, j'ai eu la norme. Parce que... Effectivement, mais moi, quand je vois c'est genre cette remarque d'infirmière ou même ce remarque de chirurgien...
Mais banalisent genre totalement les elles choses. elles sont toutes passées par là, et voire bien pire. Et après, tu as eu aussi, je pense, tout le côté empathique de la prise en charge à Marseille ou ce gastro-entérologue. Parce que faut pas se leurrer, hein, c'est pas tout le monde qui appelle genre un confrère en consultation C'est extraordinaire. pour aller plus loin vers une patiente, pour une patiente et tout. Donc, je pense que tu as eu tout. Et du coup, on est en 2025 et ça va changer. Juste toi, en tant que patiente, qu'est-ce que t'en penses? Non, je pense que c'est peut-être rêveur, mais peut-être l'intelligence artificielle pourra amener plus de connaissances sur des sujets qui sont pas maîtrisés, qui sont pas forcément bien appris. Et peut-être que ça peut amener ça, de la connaissance supplémentaire à portée de main. Peut-être que ça m'aurait permis à moi de chercher des informations autrement, sans lire tous les bouquins. Peut-être que ça m'aurait permis de trouver un médecin compétent autrement que par un bouquin, un site internet ou quelque chose comme ça. En gros, je pense que ça peut faciliter des deux côtés, du côté patient et du côté professionnel de santé. Après, je pense que les associations, j'ai cité Endo-France, mais il y en a d'autres, qui se battent pour ça et qui mettent les choses en place pour que la communication soit faite, pour qu'on parle de tout ça, pour que ce soit appris en médecine. C'est aussi grâce aux associations que ça a été mis dans le cursus médical. Je pense qu'elles auraient aussi peut-être moins besoin de se battre si l'information était disponible plus facilement. Top, merci à toi pour avoir partagé ton parcours, avoir partagé toutes ces informations. J'ai beaucoup appris. Honnêtement, je connaissais pas l'endométriose. Moi, je connaissais parce que j'en avais entendu parler, parce que c'est mon métier. Eh ben tiens. Merci. Vas-y. Et j'en avais entendu parler parce que j'ai eu une très bonne pote qui avait fait un mémoire ou sa thèse sur l'endométriose. Mais j'avais jamais écouté, en tout cas, l'impact que ça a sur une patiente. Donc, merci. Je pense qu'il faut aussi faire attention. J'ai oublié de dire ça, mais c'est important. Parce que récemment, ici, j'ai entendu quelqu'un me dire « Ah oui, t'as eu l'endométriose, ouais. » De toute façon, maintenant, toutes les femmes ont de l'endométriose. Donc, même dans le secteur médical, on peut avoir ce genre de réflexion. Et en fait, je pense que c'est pas vraiment, c'est pas une maladie ou c'est pas une mode. C'est pas un truc, voilà. Mais encore un peu la pression sociale et tous les non-dits et les idées reçues qu'on peut avoir sur l'endométriose. Mais en gros, moi, j'aime bien partager mon histoire et je considère que mon histoire, c'est une des plus faciles par rapport à cette maladie parce que je suis témoin de ce que les autres vivent et donc cool de partager et qu'on en parle un peu plus. Mais par contre, il faut vraiment ok, on en parle, mais il faut pas qu'on en parle trop dans le sens où on va dire à quelqu'un « Ah bah ça doit être de l'endométriose que tu as » et donc le diagnostic il est fait un peu vite et finalement tout le monde a de l'endométriose et c'est tout à fait normal et ça banalise alors complètement à nouveau les effets et les symptômes ressentis par les personnes qui en souffrent considérablement. Eh ben, c'est une bonne manière de finir, du coup. Merci de nous avoir écoutés. Merci à Amélie. Merci à moi-même. Si jamais vous avez aimé, n'hésitez pas à liker. Si vous avez des questions à moi-même ou à Amélie, en commentaire. Et au revoir, Amélie. À bientôt!